Et je vous prierai de vous installer, s'il vous plaît, pour la deuxième partie de nos travaux, une conférence qui va démarrer et qui sera animée par Jacques Priol. Il est le fondateur du cabinet Civiteo, il est le président de l'observatoire Data Publica, je le dis comme ça parce qu'il m'en a donné l'autorisation. Il est également l'auteur de nombreux articles et ouvrages sur la gestion des données publiques, parmi lesquels, en 2017, le Big Data des territoires, et puis peut-être celui que vous avez lu plus récemment en 2020, Ne laissez pas Google gérer vos villes. C'est un expert auprès de plusieurs institutions françaises ou internationales, et avec Jacques Priol, il va être question de souveraineté numérique et éthique. Jacques, si vous nous entendez, vous prenez la main quand vous voulez. Merci beaucoup, j'espère que vous m'entendez bien. Merci, Parfaitement. merci à toutes et à tous. Merci de m'accueillir. Absolument désolé de ne pas être sur place avec vous comme cela était prévu, mais malheureusement, ça n'a pas été possible. Vous dire que, en quelques mots, ce dont je vais vous parler là maintenant, dans ce temps d'ouverture de cet après-midi, est aussi le fruit de deux origines, le fruit de nos activités de consultants, de nos travaux auprès de nombreuses collectivités territoriales et administrations publiques, mais également le fruit des travaux de l'Observatoire Data Publica, que j'ai l'honneur de présider, qui publie régulièrement des cahiers de recherche, des guides et qui organise des rencontres sur tous ces sujets-là. Et le thème que vous m'avez demandé d'aborder est un croisement en fait entre deux thèmes, celui à la fois de la souveraineté, de la confiance et de la data, du numérique au service des usagers. Ce sujet de la data dans la manière dont on construit des services aux usagers est un sujet qui prend de plus en plus de place, que l'on retrouve à la une de nombreux magazines. Je vais vous parler beaucoup de ce qui se passe dans les territoires. On verra que ça concerne aussi les administrations d'État, quel que soit le pays d'ailleurs. On entend de plus en plus parler de ces données. C'est le thème de la rencontre, c'est le thème, un des axes de travail de la chaire. Voici deux unes de la Gazette des communes, 30 000 exemplaires toutes les semaines, lus par de très nombreux acteurs territoriaux. Les données réinventent les politiques publiques et puis ensuite les algorithmes vont-ils prendre le pouvoir? Des unes il y a 2 ans maintenant, qui à l'époque peut-être interpellaient un certain nombre d'acteurs en se disant mais de quoi ils nous parlent? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? De la data, on en produit depuis toujours dans nos administrations, on en produit dans nos missions de service public. En quoi est-ce que ça change la donne? Et pourtant, progressivement, nous constatons qu'il y a de plus en plus de monde à se pencher sur ce sujet et à se poser un nombre important de questions autour de l'usage croissant et la production croissante des données dans la mise en œuvre des missions de service public. Il y a de la presse, mais il y a également des rapports officiels. Je vous en ai mis 3 là à l'écran. Un rapport du Conseil économique et social environnemental au niveau national sur l'économie et la gouvernance de la donnée qui plaidait il y a 1 an maintenant pour que puissent être instaurées de véritables stratégies publiques de la donnée, un rapport parlementaire, celui du député Botorel, intitulé Pour une politique publique de la donnée, qui a inspiré un certain nombre d'actions, j'y reviendrai dans quelques minutes, qui fait également le constat que l'augmentation absolument colossale du volume des données produites pour mettre en œuvre tout un tas de politiques publiques, l'utilisation croissante des données de nos habitants, de nos concitoyens, des usagers du service public, oblige à avoir une véritable politique publique. Et puis un autre rapport que j'ai eu la chance de coordonner, de la Smart City à l'arrêté des territoires connectés, que nous avons remis au gouvernement au mois d'octobre dernier, qui est le fruit de 8 mois de travail dans à peu près 200 territoires sur la manière dont on utilise des données au service des politiques publiques, qui montre qu'il s'agit de gérer de l'éclairage intelligent ici, de gérer des déchets ailleurs, de gérer simplement l'accès à du service public à de multiples endroits, que s'agisse de prestations sociales, de l'inscription à l'école, de l'accès aux piscines, les bibliothèques, de les transports, bien évidemment. De très nombreux secteurs sont concernés par des systèmes de gestion qui non seulement produisent de plus en plus de données, mais en consomment également de plus en plus. Et tout ça, ça va poser un certain nombre de questions. Il y a aujourd'hui un certain nombre d'enjeux stratégiques autour de la gestion publique des données que l'on voit ici ou là saisis par des collectivités, des agents publics, des experts, des bureaux accompagnateurs, des consultants dont je peux faire partie avec un certain nombre de mes confrères, qui se disent tout ça ne coule pas de source.
Il n'y a pas une évolution naturelle à ce que nous utilisions et à ce que nous produisions de plus en plus de données en matière d'accès aux services publics, comme si cela était tout à fait normal parce que nous l'avons d'une certaine manière déjà subi dans d'autres domaines, dans d'autres pans entiers de notre société. On peut penser notamment au commerce, tout particulièrement au commerce en ligne. Les enjeux, ils sont nombreux. Ils sont juridiques, je ne vais pas les détailler. Évidemment, la protection des données personnelles, le RGPD au niveau européen, la loi pour une république numérique, des obligations de transparence, d'open data. Il y a la loi, c'est une chose, mais il y a aussi des obligations éthiques, et c'est ce dont nous allons parler dans quelques instants. L'éthique, d'une certaine manière, c'est ce que l'on va faire en plus, au-delà de la loi. J'y reviendrai dans un instant. Il y a des enjeux techniques, toujours plus de données, on les collecte comment, on les stocke où. L'hébergement, c'est un sujet important. On va parler de souveraineté dans quelques minutes. Il y a des enjeux de cybersécurité, bien sûr. Il y a des enjeux économiques. À qui appartiennent ces données? On nous dit les données publiques, il faut les mettre à disposition du monde économique qui va créer de la richesse, créer de la valeur. Les acteurs publics nous disent en retour, tout ça c'est très bien, mais aujourd'hui l'argent public est rare. Si on met des données gratuitement à disposition et qu'elles créent de la richesse, pourquoi est-ce que nous, en tant qu'acteurs publics, on n'en tirerait pas aussi une valorisation économique? Et inversement, des entreprises nous disent, le secteur public essaye de, entre guillemets, s'accaparer nos données. Ça a de la valeur, pourquoi est-ce qu'on les mettrait à disposition? Comment? Il y a des enjeux de gestion, de management. Utiliser de plus en plus de données pour mettre en œuvre du service public, ça ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. On a des agents qui sont des agents publics performants dans leur mission depuis des années, à qui on dit du jour au lendemain que maintenant la donnée qui est produite, et ça fait longtemps qu'ils en produisent, c'est pas nouveau, va être utilisée de façon différente. Et on va leur demander de travailler sur la qualité de cette donnée, par exemple, peut-être avec le sentiment parfois de devoir travailler plus sur la qualité de la donnée que sur le service public. Il y a des enjeux environnementaux et il y a des enjeux démocratiques et politiques, et notamment les enjeux de souveraineté. Eh bien, je vais m'arrêter maintenant quelques instants sur le croisement des enjeux éthiques, on ne va pas tout traiter, on n'en a pas le temps, et des enjeux de souveraineté. C'est la question que vous m'avez posée. Alors, les enjeux éthiques, d'abord, en quels termes est-ce qu'ils se posent? Eh bien, ils se posent en des termes que moi je caricature un petit peu sans doute, mais assez simple. Il m'arrive de dire à des élus, monsieur le maire, une mairie, c'est pas Facebook. Facebook fait parfois des choses complètement illégales avec nos données, on le sait, et puis grâce au RGPD, maintenant, les amendes prononcées par les CNIL européennes sont très importantes. La dernière amende prononcée à l'encontre de Facebook, 235 millions d'euros, c'est pas rien. Quand Facebook fait des choses illégales, eh bien, ils se font rattraper par la patrouille, et c'est tant mieux. Mais Facebook fait aussi plein de choses parfaitement légales avec les données, mais qu'une mairie ne doit pas faire, qu'un hôpital ne doit pas faire, qu'un service public ne doit pas faire. Vous avez ici la une d'un journal à Nantes. Vous verrez tout à l'heure que le choix de Nantes n'est pas anodin. La métropole chasse nos données. Lorsque le journal a titré cela, il manifestait une inquiétude possible des habitants sur le type de données qui étaient utilisées par les services métropolitains. Et pourtant, à l'intérieur du journal, l'équipe journalistique qui avait préparé ce dossier avait très bien fait son boulot et avait bien montré en 2 ou 3 pages à l'intérieur que ce qui était fait était parfaitement légal, que les données qui étaient utilisées par la collectivité étaient des données anonymisées. Par exemple, des données de déplacement issues de la téléphonie mobile pour essayer de comprendre et d'améliorer les problèmes de circulation. Par exemple, des données liées aux consommations énergétiques. Par exemple, des données liées à des sujets autour des loisirs. Mais le fait qu'un service public utilise de plus en plus de données, ça ne coule pas de source. D'autant plus que nous avons des innovations technologiques qui arrivent de façon très rapide et qui, pour le coup, défraient la chronique. Je vous ai mis là un autre extrait de presse. Reconnaissance faciale au Football Club de Metz. Les supporters ne veulent pas être des cobayes. L'idée qu'il y ait de plus en plus d'outils qui pourraient nous faire basculer dans une logique, on va dire, de surveillance est quelque chose qui inquiète. Et face à ça, les acteurs publics ont des réactions, des réponses en matière éthique. La première forme de réponse, c'est d'adopter un cadre qui définit non pas la manière dont on applique la loi. Un service public, on attend de lui bien évidemment qu'il applique la loi, encore heureux qu'il applique la loi. Mais on peut décider de dire par ailleurs, dans le cadre légal, nous allons prendre un certain nombre de mesures, par exemple, pour minimiser le recueil d'un certain nombre de données. Non seulement on va être conforme aux règles de protection de la donnée personnelle, mais en plus, on va accompagner les habitants, les usagers dans la protection de leurs données. Nous allons mettre en place des règles qui vont permettre, par exemple, aux services publics de coopérer avec le monde de l'entreprise pour que les données publiques ne soient pas détournées à des fins qui seraient contraires à l'intérêt général, et inversement, pour que des données des entreprises produites sur un territoire puissent être mises au service
du développement de ce territoire. On va trouver ça, par exemple, dans la charte métropolitaine de la donnée de Nantes. Ce n'est pas un hasard si je vous ai mis la une du journal Presse Océan il y a quelques instants. C'est suite à cet incident qui avait fait un petit peu de vague, ne le cachons pas, que Nantes avait engagé la production de cette charte qui était la première de ce type, la première charte territoriale de la donnée en France. Je vous ai mis également comme exemple celle de Montréal, qui est extrêmement intéressante. Je n'ai pas le temps de la développer ici, mais on parlera peut-être de Montréal tout à l'heure, y compris dans la table ronde. La manière de faire cela va dépendre d'un territoire à l'autre. Aujourd'hui, il n'y a pas de modèle à proprement parler, de charte éthique, de processus éthique, mais je voulais vous parler de ce que viennent de faire nos amis bretons à Brest, où se termine un processus de consultation des citoyens pour la définition du cadre d'utilisation des données. Extrêmement intéressant. C'est la première collectivité en France qui a organisé une conférence de consensus sur l'utilisation des données au service de l'intérêt général. Extrêmement intéressant parce que ce sont des citoyens qui ont été constitués dans un panel, qui ont travaillé pendant plusieurs week-ends à définir les conditions dans lesquelles ils pourraient accepter que leurs données personnelles, plus de données personnelles, soient utilisées au service de l'intérêt général. Et d'ailleurs, ça a abouti à la production d'une charte qui est actuellement en cours de validation par une autre forme de concertation directement sur Internet. On pourrait parler de ce qu'ont fait nos amis de la région Occitanie avec une charte éthique de la donnée. Intéressante parce que c'est une charte éthique pour un développement responsable de l'économie de la donnée. Il y a un parti pris qui est de dire la donnée, ce n'est pas que le secteur public d'un côté, le secteur privé de l'autre, c'est ensemble que le public et le privé ont intérêt à coopérer pour mettre un maximum de données. Elles existent de toute façon. Donc autant contrôler la manière dont elles sont utilisées, autant contrôler qui les utilise, autant faire en sorte que ça bénéficie au territoire. Et ils ont même été jusqu'à proposer un label éthique qui peut être proposé aussi bien à des acteurs publics qu'à des acteurs privés. Encore un exemple, et puis après on va parler de souveraineté parce que vous allez voir tout ça est lié, avec l'exemple de la ville de Dijon, dont vous avez sans doute entendu parler pour son niveau d'avancement de ce qu'on va appeler la Smart City, la ville intelligente, territoire intelligent. Dijon est la première métropole de France à avoir investi massivement, plus de 100 millions d'euros d'investissement pour de l'éclairage intelligent, du transport intelligent, du parking intelligent, tous ces systèmes qui truffent d'une certaine manière la ville de capteurs pour optimiser, améliorer, changer la manière dont on gère un certain nombre de fonctions urbaines. Eh bien, à Dijon, après avoir été pionnier dans le déploiement technologique, eh bien, se posent aujourd'hui des questions d'éthique. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces données? Et ils ont décidé de créer un comité d'éthique sur la gouvernance des données qui est en train de se mettre en place. Alors, c'est bien de mettre des règles, c'est bien de réfléchir à une forme d'éthique, à ce que l'on va faire parce que l'on est du service public, en plus des obligations du cadre légal. Mais est-ce que tout ça nous apporte des garanties suffisantes? Des garanties suffisantes de quoi d'abord? Et c'est là qu'intervient la notion de souveraineté, qui est une notion extrêmement importante par rapport au numérique en général et à la data en particulier. Vous l'avez dit, madame, j'ai eu la chance de travailler à Toronto, au Canada, et de publier un livre qui s'appelle Ne laissez pas Google gérer nos villes. J'ai travaillé sur place pour la ville de Toronto au moment où Google développait ce projet un peu dingue d'une ville totalement futuriste, totalement pilotée par la donnée, sur une friche industrielle qui est située en plein cœur du quartier central de Toronto. C'est ce qui en faisait la force incroyable, une espèce de feuille blanche, un endroit où un géant comme Google pouvait essayer d'inventer la ville du futur. Eh bien, parmi les débats qu'il y a eu, il y en a eu un certain nombre qui ont fait des polémiques très importantes, qui ont pris des proportions importantes au Canada, mais également mondiales. Il y avait d'abord, est-ce que Google va, d'une certaine manière, collecter, s'accaparer, détourner les données des futurs habitants du quartier à des fins commerciales? Et c'est vrai que quand on voit le logo de Google, on pense à ça immédiatement. Google a très vite apporté des réponses sur ce point-là, en expliquant que ce n'était pas leur intérêt, et ils ont même apporté des garanties, y compris en proposant qu'il y ait un comité indépendant qui soit chargé de contrôler l'usage des données. Mais ensuite, se sont posés deux autres grands types de questions. Le premier, et vous allez voir, ça a à voir très directement avec la souveraineté, c'est que Google souhaitait que les données traversent le lac de l'Ontario. Toronto, c'est au bord du lac de l'Ontario, juste à côté des chutes du Niagara. En face, c'est les États-Unis. Et Google souhaitait que les données soient hébergées aux États-Unis et pas hébergées au Canada, notamment parce que la protection des données n'y est pas garantie de la même manière, à l'avantage évidemment, ou désavantage plutôt, de nos amis canadiens. Deuxièmement, Google souhaitait garder
la maîtrise des usages de ces données, malgré la mise en place d'un comité indépendant, avec une idée assez simple qui était de dire si on a toutes les données de tous les habitants du quartier, grâce à nos algorithmes extrêmement performants, nous allons être capables de piloter cette ville de façon optimale et d'une certaine manière de définir ce qui est bon pour cette ville, c'est-à-dire que les algorithmes vont être capables d'analyser la totalité des besoins immédiats de l'ensemble des habitants, en termes de déplacement, en termes de chauffage, en termes d'alimentation, en termes de gestion des déchets, etc., etc. Et nous allons avoir une ville optimale où, d'une certaine manière, nos algorithmes vont, de façon automatisée, définir ce qui est le mieux pour nous tous. Nous tous, ou vous tous, eux tous, les futurs habitants du quartier. Et d'une certaine manière, l'algorithme et la puissance d'une société comme Google leur arroge un droit qui est tout à fait contraire à notre définition, en tout cas chez nous en Europe, mais aussi sur le continent nord-américain dans beaucoup d'endroits, de l'intérêt général. C'est-à-dire qu'ils proposent un système où l'intérêt général est défini par l'algorithme comme la somme de la satisfaction immédiate des besoins individuels, la somme des besoins particuliers. Or, ça n'est pas notre conception de l'intérêt général dont nous avons pour habitude, y compris dans notre tradition politique, de considérer qu'elle revient souverainement au peuple qui en définit le périmètre, notamment en choisissant les programmes des élus qui se présentent à son suffrage. Et je vais maintenant creuser cette question de la souveraineté et voir en quoi elle est liée à l'éthique et à la confiance au final. Le mot de souveraineté en matière de numérique est un mot qui n'est pas employé de façon tout à fait récente. En 2017, je l'avais employé dans mon premier bouquin, Le Big Data des territoires. Ça m'avait été reproché. On m'avait dit que le mot de souveraineté était à l'époque très connoté, y compris politiquement. Or, avec la pandémie, on a vu tous les débats en France et en Europe sur la souveraineté, sur la data, le numérique, nos applications, Stop Covid, etc. Et pour ma part, je vous propose aujourd'hui 3 définitions de la souveraineté en matière de numérique et de data. La première, elle est régionale, locale, nationale ou européenne. C'est le fait de dire je fais un choix de souveraineté dans le choix des outils que j'utilise et je vais préférer faire travailler une start-up locale, choisir une société éditrice de logiciels nationale ou européenne, à l'exclusion notamment des GAFA. C'est une première approche. Je peux aussi choisir de l'open source, qui est une manière de s'affranchir de ces questions. Mais la souveraineté, c'est aussi la souveraineté européenne, au sens de la protection des données et au sens où les services publics doivent être vigilants à ce que les principes qu'ils affichent en matière notamment de protection des données des usagers, des habitants, des citoyens, soient garantis dans les faits, et notamment garantis dans le fait que les prestataires qui travaillent pour eux ne sortent pas les données de l'Europe, parce que comme vous le savez, quand ces données sortent de l'Europe, déjà, dans la plupart des pays, il n'y a plus de garantie de protection, et y compris dans ceux dans lesquels il y a ce qu'on appelle des accords de réciprocité, le contrôle est très difficile. Et je vous prends un exemple très concret qui est très intéressant. L'application Pay by Phone, qui est utilisée dans très nombreuses villes partout en Europe, et y compris en Corse, l'application Pay by Phone pour payer son stationnement est une application qui collecte massivement de la donnée personnelle, d'ailleurs qui ne collecte que ça, puisqu'elle collecte le numéro de votre plaque d'immatriculation, le lieu et l'heure à laquelle vous êtes stationné à tel ou tel endroit. Ce sont évidemment des données personnelles. Eh bien, PayByPhone, c'est une société canadienne et les données, elles partent au Canada. La plupart des villes qui utilisent PayByPhone ne le savent pas. Je ne jette absolument pas la pierre ni aux villes ni à PayByPhone parce qu'en l'occurrence, c'est une société sérieuse. Le Canada fait partie des 9 pays avec lesquels il y a des accords de protection des données et très certainement ces contrats sont bien gérés. Mais souvent, les villes ne savent pas elles-mêmes qu'en vérité, les données quittent le sol européen et c'est quelque chose qui peut être intéressant à regarder en termes de démarche. Et la souveraineté, ça va plus loin que ça. La souveraineté, c'est aussi une forme de souveraineté publique, tout simplement. On a parlé de Google, mais moi, je pourrais vous parler de tout un tas d'opérateurs français, européens, peu importe, locaux, nationaux, régionaux, qui sont des entreprises privées à qui on confie des missions de service public. Et aujourd'hui, la question de savoir si les acteurs publics, pour la recherche ou l'éducation par exemple, l'Allemagne vient d'interdire le recours à Microsoft 365 dans l'éducation nationale allemande. Pour la conduite des politiques publiques, quand vous avez de l'éclairage intelligent qui va être performant, faire des économies d'énergie, atteindre des objectifs de politique publique, très bien. Mais si c'est l'opérateur qui maîtrise seul l'ensemble des données et que la collectivité n'en a plus, on n'a plus la maîtrise du pilotage des politiques publiques. Comment est-ce qu'on contrôle des missions de service public en matière de gestion du stationnement, gestion des déchets, gestion des bâtiments dans un certain nombre de territoires, dès lors que tous ces outils sont de plus en plus
producteurs et consommateurs de données, il y a une vraie question qui est de savoir si les acteurs publics ont toujours la maîtrise des données publiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que la loi nous aide à cela, et notamment la loi pour une république numérique de 2016, qui dit que toutes les données produites par les acteurs publics sont des données publiques, mais qui dit aussi que toutes les données produites par des entreprises dans le cadre d'une mission de service public sont des données publiques. Il y a l'idée que ces données sont un bien commun et que les acteurs publics doivent en être les garants. Ça veut dire très concrètement, je le dis notamment pour les collègues qui travaillent en collectivité, qui sont dans la salle, les élus qui sont là et celles et ceux qui travaillent avec eux et qui les accompagnent, il n'est pas acceptable aujourd'hui, en 2022, que des entreprises qui gèrent et qui génèrent beaucoup de données dans le cadre de missions de service public ne transmettent pas ces données aux collectivités publiques. Aujourd'hui, ça, juridiquement, c'est quelque chose qui est réglé, qui est très peu appliqué. Souvent, on nous dit on attendra le prochain contrat, si c'est un contrat de concession pour 15 ans. En tout cas, c'est un sujet important pour la transparence, pour la démocratie, pour le contrôle et pour l'éthique. J'y viens et je vais m'acheminer vers ma conclusion en vous donnant quelques chiffres issus d'une enquête d'opinion que j'ai eu la chance de piloter avec Harris Interactive, Stéphane Rosès et les collègues de Occitanie Data sur la manière dont réagissent les citoyens, nos concitoyens, vis-à-vis de leurs données. Quand on leur demande d'abord à qui faites-vous confiance concernant la gestion et l'utilisation des données, on se rend compte que nos concitoyens ont d'abord confiance dans le système de santé, ce qui est plutôt une bonne chose, plutôt une bonne nouvelle, surtout après les 2 années qu'on vient de traverser. Par exemple, si je suis hospitalisé, je n'imagine pas que l'hôpital va revendre mes données à un laboratoire privé. Aux États-Unis, c'est le cas. Mais je n'imagine pas ça en France. On a confiance aussi dans les collectivités locales. Et ça, c'est un point important. On a plus confiance dans les collectivités locales que dans l'État, ou encore plus que dans les institutions européennes. C'est-à-dire que plus on est proche, en France, je dis bien en France, aux États-Unis, les Américains n'ont plus du tout confiance dans le service public sur la gestion des données. Ils ont tout eu, la NSA, Snowden, etc. En France, nous avons confiance dans le secteur public sur la manière dont il gère les données. C'est important de garder cette confiance. C'est un point important. Par contre, je passe un peu rapidement, quand on pose la question à nos concitoyens de savoir dans quelles conditions auriez-vous plus confiance dans la gestion des données, ils nous demandent un certain nombre de choses et on va faire le lien entre l'éthique et la souveraineté. Ils nous disent, d'accord, pour que le service public utilise plus de données à des fins d'intérêt général, mais à condition. D'abord, qu'il y ait des informations claires et pédagogiques qui soient disponibles. Deuxièmement, que l'on ait des garanties sur l'anonymisation des données, sur le fait qu'on ne puisse pas me tracer, me suivre, me pister, sur le fait qu'il y ait des contrôles parfois par des organismes qui peuvent être extérieurs, ou pourquoi pas un comité éthique citoyen. Ça, c'est quelque chose qui trouve écho chez nos concitoyens. Pourquoi pas une charte éthique également? Et puis, on a confiance dans le fait que les données soient hébergées uniquement en France ou en Europe, et je dirais même plus parce qu'on l'a traité dans d'autres endroits. Plus l'hébergement est proche, il y a plusieurs projets aujourd'hui de data centers publics régionaux, et je sais qu'en Corse, et je crois qu'on en parlera tout à l'heure dans la table ronde, vous avez un excellent exemple, l'hébergement souverain, ça n'est pas qu'une question de souveraineté au sens technologique du terme, c'est aussi une forme de souveraineté politique au bon sens du terme, au sens où les usagers, les habitants savent que leurs données sont en sécurité, en proximité et prioritairement mises au service du développement de leur propre territoire. Tout ça fait partie d'un mécanisme d'ensemble qui est celui de la construction d'un cadre de confiance. Allier éthique et souveraineté, c'est poser deux briques essentielles d'un cadre de confiance et je vais vous présenter en guise de conclusion un schéma qui est issu des travaux de l'Observatoire Data Publica et du cahier de recherche que nous avons publié il y a quelques mois en arrière, qui est gratuitement téléchargeable au passage sur data-publica.eu, qui montre comment est-ce qu'on peut constituer un cadre de confiance pour la gestion des données. D'abord, il faut qu'il y ait des règles et des objectifs qui soient clairs, qui soient transparents. Il faut ensuite des outils, des méthodes, on ne fait pas n'importe quoi, on n'utilise pas n'importe quoi. Il peut y avoir le recours à un tiers de confiance, je ne vais pas m'étaler sur le sujet maintenant, mais c'est un point qui pourrait venir tout à l'heure dans les échanges. Et puis, il y a des cas d'usage concret, qu'est-ce qu'on fait des données? Et la première chose importante, c'est d'informer, former, impliquer les citoyens. Et au passage, la transparence, l'information, c'est aussi l'open data qui est quelque chose d'important. Et en Corse, ça fait plusieurs années que vous êtes un territoire pionnier sur l'open data. Il y a des questions ensuite de savoir si les citoyens participent à la définition des règles et des objectifs, notamment s'il y a une charte en matière de données,
savoir s'ils peuvent, d'une manière ou d'une autre, contrôler, participer à la gouvernance, s'impliquer dans la gestion des cas d'usage. Et c'est ici qu'éventuellement, des dispositifs de type comité éthique peuvent intervenir. Voilà, ce schéma est le fruit d'observations, d'analyses, y compris ce schéma trouvait à s'appliquer à Toronto, y compris pour cocher les cases manquantes. C'est un schéma avec lequel nous avons travaillé avec les équipes de Toronto et puis des associations citoyennes également à Toronto qui étaient opposées au projet. Alors, en guise de mot de la fin de cette intervention, en ayant, je crois, à peu près respecté le timing, vous dire qu'en Corse, l'Assemblée territoriale vient d'adopter un document, Smartissoula, dans lequel il y a un cahier consacré à la donnée. Nous avons eu la chance de pouvoir y contribuer l'an passé et vous dire que dans ce cahier consacré à la donnée, on y retrouve bien sûr un certain nombre d'enjeux qui sont détaillés, mais on y retrouve notamment ces deux sujets qui vont ensemble, qui marchent de pair, qui sont celui de l'éthique qui implique une certaine forme de souveraineté et de la souveraineté sur la donnée qui est une garantie de la confiance et qui est une contribution forte à cette éthique. Voilà pour ce mot de la fin. Je me permets de vous informer en tout dernier instant que par ailleurs, l'Observatoire Data Publica que je représente aujourd'hui réalise en ce moment une grande enquête nationale sur la data dans le monde territorial. C'est une très grosse enquête à laquelle toutes les collectivités de Corse peuvent répondre jusqu'au 18 juillet. Si elles sont nombreuses, on pourra peut-être d'ailleurs publier des résultats spécifiques sur la Corse si cela intéresse les uns et les autres et la chaire qui nous invite aujourd'hui. Voilà, donc c'était simplement un petit instant d'information complémentaire. Voilà, j'en ai terminé. Merci à vous et à votre disposition pour d'éventuelles questions ou rebondir au cours de la table ronde. Merci Jacques Priol pour cet exposé et vous restez avec nous effectivement pour la deuxième table ronde. Y a-t-il des questions avant que je demande à nos participants de me rejoindre? Pas tous en même temps. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'avais une question sur un des points que vous n'avez pas abordé, mais que vous avez listé, qui est l'aspect environnemental de la donnée. On est dans la période justement sobriété numérique et donc je voulais savoir quelles sont les pistes d'action éventuellement que vous avez entrevues à ce niveau-là. Alors, c'est effectivement un sujet important. Alors, il y a deux éléments de réponse. Le premier, c'est qu'il faut être capable de mesurer ce dont on parle. Il est clair que la trajectoire du numérique globalement sur notre planète n'est pas soutenable, qu'il va falloir infléchir les choses et la data pèse un poids important dans la consommation énergétique, pour faire simple, du numérique dans sa globalité, puisque grosso modo, 20% de la consommation énergétique du numérique est liée au transport et au stockage de la donnée. Sauf que concernant le service public, nous en sommes très très loin. On n'est pas du tout sur ce type de pourcentage. La seule collectivité, à ma connaissance, qui ait fait un bilan complet de l'empreinte carbone du numérique et qui a isolé le poids de la data, c'est la métropole du Grand Lyon, qui est plutôt pionnière sur ces sujets. Et ils ont estimé à 4% le poids de la data. Donc, il faut relativiser les choses par rapport à ce que l'on produit, à ce que l'on consomme comme données en tant qu'acteurs publics territoriaux. Savez-vous que l'acteur public qui produit, qui consomme le plus de données sur un territoire, c'est dans l'immense majorité des cas l'université? Parce qu'il y a des laboratoires de recherche qui, pour leurs besoins de recherche, produisent des données tout à fait importantes et utilisent des puissances de calcul très très importantes. Et souvent, sur un territoire, le deuxième plus gros producteur et consommateur de données, c'est le CHU, notamment avec le développement de l'imagerie médicale. Et vient ensuite, loin derrière, la communauté de communes, l'agglomération ou même la métropole. Dans les grandes métropoles, on reste très très petit relativement à tout ça. Mais une fois que j'ai dit ça, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Évidemment que une stratégie numérique responsable, elle concerne aussi la data de deux manières au moins. La première manière, c'est un principe de sobriété data. Je crois que l'époque où on se racontait encore il y a 3, 4, 5 ans qu'il fallait collecter un maximum de données parce que même si on ne savait pas à quoi elles servaient aujourd'hui, elles serviront demain avec de l'intelligence artificielle ou que sais-je. Donc, la sobriété data, c'est un bon principe de ne pas collecter tout et n'importe quoi tout le temps.
notamment parce que c'est aussi un bon principe pour protéger les données personnelles. Au passage, la sobriété, c'est un principe du RGPD. Et puis la deuxième chose, c'est d'avoir des stratégies d'hébergement et de transport de données qui, là aussi, fassent la part belle à la proximité. C'est une autre approche par rapport à l'hébergement local des données, qui n'est pas dictée que par des considérations de souveraineté, mais le fait d'avoir de la donnée en proximité, de la minimiser et d'avoir une démarche de sobriété tout à fait compatible avec le fait d'utiliser ces nouveaux outils là où c'est utile, hein, parce que parfois la meilleure sobriété, c'est juste de ne pas déployer des outils qui ne servent à rien, ce qui est parfois la tentation en matière de data, de numérique et de smart, entre guillemets. Y a-t-il d'autres questions à l'attention de Jacques Priol? Je vais vous donner la parole. Nicolas André, qui va nous rejoindre ensuite pour la table ronde et qui représente la CITEC. Bonjour, bonjour à tous. Merci pour cette démonstration. Moi, je voulais vous poser une question, notamment sur les data centers de proximité, puisque bon, c'est le créneau que je connais le mieux. Est-ce que vous pourriez... Alors aujourd'hui, il y a une tendance véritablement du marché, d'usage, d'avoir recours à ces data centers de proximité. Donc, alors j'aurais deux questions. La première, c'est est-ce que bon, vous avez des informations sur le poids de cette tendance sur le marché local et le poids que ça représente dans les usages. Et une autre question, un data center de proximité, est-ce qu'il en existe une définition véritable? Puisque c'est vrai qu'on en connaît bien entendu les grands principes, mais si à un moment on doit arbitrer entre un data center de proximité et un data center qui ne l'est pas, et qui potentiellement serait un petit peu moins éthique parfois, est-ce qu'il y a véritablement une frontière entre ces deux notions? Alors, vos deux questions sont extrêmement importantes et c'est les questions du moment. Aujourd'hui, les data centers qui nous intéressent, je dirais des data centers publics souverains régionaux. Ça peut être une première approche, une première manière de les définir. Dans le rapport sur la Smart City que j'ai remis au gouvernement, au ministre en octobre l'année dernière, il y a 59 recommandations. Il y a une recommandation qui est de dire qu'il faut développer pour les usages des territoires dits intelligents, avec guillemets ou sans guillemets, le recours à des data centers publics souverains régionaux. Ça veut dire sous contrôle public, ça veut dire à une échelle qui fait qu'on peut quand même agréger des compétences, agréger de la cybersécurité de bonne manière, et l'échelle régionale nous paraissait être un bon échelon, d'autant plus que il y a aujourd'hui un certain nombre de data centers régionaux pour l'enseignement supérieur et la recherche qui sont en train d'être labellisés par rapport à des niveaux de sécurité, de cybersécurité et de souveraineté, au sens où l'État définit différents cercles de souveraineté, y compris nationale, dans l'intérêt du pays et qui sont en cours donc de labellisation. On en a 5 ou 6 qui ont été labellisés. Moi, je pense que c'est le bon périmètre parce que ça correspond à des usages, ça correspond à des communautés d'acteurs, que ce soit l'enseignement supérieur ou le monde médical et ou le monde des collectivités, des gens qui se connaissent, qui vont mettre des moyens en commun et qui vont pouvoir avoir une échelle suffisante pour à la fois garantir un accès à un service efficace avec une forme de rentabilité économique qui soit réelle et sérieuse. Le premier data center public souverain local à avoir vu le jour, c'est celui de la ville de Paris qui avait décidé d'en construire un. On a plusieurs projets dans les cartons aujourd'hui de métropoles françaises qui veulent en construire. On est sur des budgets de 20 à 40 millions d'euros pour des choses qui sont annoncées dans les 2, 3, 4 ans qui viennent. Je pense qu'on va en avoir de plus en plus. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une part de marché importante? Non, absolument pas. D'abord, beaucoup de collectivités hébergent elles-mêmes leurs données dans des salles blanches de leur propre collectivité, avec les avantages et les inconvénients que ça a, notamment en termes de cybersécurité aujourd'hui, vu la montée en puissance des risques. Et puis, aujourd'hui, énormément de choses sont dans le cloud, d'une manière ou d'une autre, soit dans des stratégies d'hébergement cloud, soit par le recours au logiciel en mode SaaS, ce qui fait qu'on ne sait pas toujours où sont les données, ou plus exactement, la plupart du temps, on ne sait pas où sont les données. Et donc, par rapport à votre deuxième question, c'est aussi une grande difficulté, c'est qu'il y a la question de la porte d'entrée, de l'endroit où sont en première intention hébergées nos données. Je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des choix technologiques, des choix financiers, des choix de cybersécurité, mais aussi des choix politiques, et ça a à voir parce que ça participe de la confiance. Mais si derrière, les sauvegardes sont faites
dans X endroits sans qu'on en ait la maîtrise, le suivi, etc., ça ne va pas être simple. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais dans un très beau data center ultra moderne utilisé par une métropole française, un data center, on va dire public, mais avec une forme de concession privée, mais avec une forme de concession partielle aux acteurs publics. Et quand je posais la question de l'endroit où les choses étaient redondées et qu'on m'a répondu l'Irlande, voilà, je m'arrête là. Une fois que les données sont en Irlande, personne ne sait exactement comment ça se passe derrière. Donc, c'est pas simple. Il faut être à la fois pédagogue, précis, exigeant, techniquement et politiquement, me semble-t-il. Bonjour, merci pour votre intervention. Moi, j'avais deux questions qui sont intrinsèquement reliées par rapport au data center public de proximité. Typiquement, on va contre en fait l'esprit. Bon, désolé Nicolas. On va contre l'esprit en fait de la redondance de la donnée en fait avec Internet. On le voit l'an dernier avec les serveurs OVH de Strasbourg qui ont pris feu. Il y a la moitié de l'Internet français qui est tombé par terre et des tas de services vitaux qui ont cessé de fonctionner pendant plusieurs jours. Et la deuxième chose, dans le cadre d'une mission publique, c'est une histoire de moyens. Aujourd'hui, le secteur public n'a pas la capacité en termes d'infrastructure et peut-être même en termes de moyens humains d'assurer la demande. Je vois ce qui est disponible aujourd'hui en open data. Je travaille dans la data hein, je vois par exemple l'open data de l'INPI, par exemple, où vous prenez l'historique de statut de reliabilité de l'API. Sur les 3 derniers mois, elle a été disponible à 100% que 3 jours seulement. En fait, la qualité de disponibilité et pas du tout de très loin en fait à la hauteur pour le service aujourd'hui tel qu'il devrait être utilisé. Et du coup, je me pose la question de savoir si c'est une bonne chose en fait de se tourner vers ce genre vers le public centralisé en fait. Bon, sur l'histoire d'OVH, je pense que, enfin d'ailleurs, les entreprises et les services publics qui ont été les plus fortement impactés, y compris ceux qui ont perdu de la donnée au final, ont plutôt montré que OVH n'avait pas rempli toutes ses obligations en matière de redondance, visiblement. C'est pas parce qu'on est dans une logique de data center public souverain que les règles de sécurité ne seraient pas appliquées. La question se pose par exemple sur l'enseignement supérieur et la recherche, où on a aujourd'hui des systèmes d'hébergement extrêmement sophistiqués pour un certain nombre de laboratoires dont on a considéré que la sécurité était d'une importance vitale et que les dispositifs qui sont en place, à mon avis, n'ont rien à envier à ce qui pourrait être offert par des géants de l'hébergement, Google, Amazon ou autres. Ça, c'est vraiment des questions de stratégie et de stratégie adaptée au type de données dont on parle. Sur les moyens, ce qui est un petit peu difficile aujourd'hui, c'est que on lit tout et son contraire, y compris chez les grands opérateurs, les grandes entreprises de services numériques. Certains nous disent pousser complètement tous leurs clients, qu'ils soient publics ou privés, dans le cloud, notamment pour des raisons d'accès à des services qui sont plus rapidement disponibles et totalement sur étagère, des algorithmes, de l'IA, etc. D'autres nous disent privilégier, parce que c'est la demande de leurs clients, des solutions d'hébergement local. D'autres nous disent être parfaitement agnostiques et sont capables de nous faire la démonstration que l'un coûte moins cher selon le regard porté par les clients ou que c'est l'autre. Donc moi, j'avoue que sur ce sujet-là, on a deux grandes tendances qui s'affrontent. Je n'ai pas lu sur des sujets d'hébergement de données publiques aujourd'hui, d'analyse économique qui montrerait la primauté absolue d'un modèle sur l'autre. J'ai lu les deux qui s'opposent, mais je pense que c'est une question qui reste tout à fait ouverte. Sans parler du coût final de la perte de souveraineté qui peut parfois exister. Il n'y a pas si longtemps encore, nous avions en France des universités qui hébergeaient leurs travaux de recherche sur Dropbox, entreprise américaine dont les clauses générales d'utilisation spécifient que Dropbox a la propriété intellectuelle de l'ensemble du contenu qui est hébergé sur Dropbox. No comment.
Merci Jacques Priol pour ces éléments de réponse. Vous restez avec nous pendant la table ronde. Laissez-moi juste le temps d'appeler nos autres participants. Éric Ferrari, le directeur de la transformation et de l'aménagement numérique à la collectivité de Corse. Nicolas Andrei, qui est le directeur général délégué de la CITEC. Jean-Luc Savelli, le directeur de Qualitaire. Et Christophe Arène, qui dirige l'Observatoire régional de la santé de Corse. L'ORS, donc, afin de prolonger cette discussion qu'on a bien démarré déjà sur la thématique de la culture numérique de la donnée ou comment contribuer à une culture territoriale. Mettez-vous peut-être en face de vos affichettes respectives. Les micros sont sur la table à partager. Et donc, je le disais, comment contribuer à une culture territoriale et numérique de la donnée inscrite dans les valeurs du développement durable. On a déjà commencé à en dire quelques mots et on va enfoncer le clou. Quid de la sobriété numérique et de l'inclusion sociale? Voilà les sujets dont il va être à présent question, toujours avec vous. Donc, loin de moi l'idée de vous retirer la parole, mais bel et bien de prolonger cet échange et cette discussion avec nos invités. Et Jacques Priol en fait partie, puisqu'il reste à nos côtés. J'aimerais que Nicolas André, vous rebondissiez sur ce qui vient d'être dit et que vous nous fassiez en quelque sorte la lumière sur les data centers de proximité dans le paysage numérique pour qu'on comprenne comment ça fonctionne. Je sais qu'il y a différents niveaux de certification et de process qui sont assez précises et qui doivent être obtenus dans un cadre de sécurité convenable. Tout à fait. Donc, merci. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Juste en préambule, 2 secondes pour répondre à ce que disait Nicolas Alphonse juste avant. Je ne le vois plus. Mais c'était très intéressant sur le principe parce qu'en fait, de manière sous-jacente, il disait aujourd'hui, les privés, avec tous les enjeux économiques qu'il y a derrière, les grands data centers ont également comment dire, des obligations de performance, de sécurité, de disponibilité des données qui sont très grandes. Et comment demain, si c'est la puissance publique qui s'occupe de mettre en place des data centers de proximité, garder ce niveau d'exigence. Alors, je pense, enfin, je parle sous le contrôle de M. Priol qui me dira si je me trompe, mais quand on parle de data centers de proximité dirigés par la puissance publique, c'est pas, ça va pas être des administrations, ça va être un modèle ou une forme juridique qui va permettre de le faire. Et notamment, quand on parlait tout à l'heure du data center en Ile-de-France, de data center souverain qui a été construit en Ile-de-France, ce qu'il faut savoir, c'est que ce data center, il a été construit à partir du constat fait par les collectivités qui considéraient qu'il n'était pas possible pour une collectivité unitairement d'avoir un data center ISO 27001 ou Tier 3, enfin avec des grandes... des grands principes de sécurité à maintenir et que donc il y avait besoin d'en construire un. Et là, en l'occurrence, je crois que ça a été construit sous la forme d'un GIE. Donc tout ça est sous contrôle d'organismes de certification, ce qui est quand même quelque chose qui est garant de la disponibilité et de la sécurité des réseaux de ce genre de data center. Voilà. C'est juste pour faire une petite précision. Après, les data centers de proximité, on en a déjà dit quelques mots. Alors moi, je suis directeur de la CITEC, donc pour contextualiser un petit peu, c'est une société d'économie mixte qui aujourd'hui appartient à 55% à la collectivité de Corse et qui est présente sur le territoire et dans le domaine du numérique, je dirais, depuis plus de 30 ans. Et nous avons 2 petits data centers interconnectés entre Bastia et Ajaccio et qui sont les seuls data centers de l'île. Et nous sommes certifiés ISO 27001, donc qui est une certification dans la sécurité du management du système d'information, c'est de la sécurité. Et nous sommes également certifiés hébergeurs de données de santé, entre autres. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Alors ça, c'est une certification qui donne le droit à héberger les données de santé au sein de nos data centers. Voilà. Donc c'est une des certifications les plus exigeantes dans le monde de l'hébergement. En matière de disponibilité des données, notamment? De disponibilité, de sécurité et de process mis en œuvre qui montrent que tout est mis en œuvre au sein du data center pour que les données soient sécurisées le mieux possible. Voilà. Donc, en fait, on s'affiche comme la plateforme territoriale d'hébergement de données de santé de la Corse. Et donc, voilà. Donc, deux petits data centers interconnectés, ISO 27001, qui ont un niveau d'hébergement tier 3 et qui offrent des perspectives au territoire
Donc, on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de notions, mais si je devais véritablement les résumer rapidement, et les avantages d'avoir un data center de proximité sur le territoire, je dirais qu'en termes de développement économique, c'est important, puisque ça permet de créer de la valeur et d'avoir une offre localement sur le territoire. En termes social également, point de vue éthique sur les données, ou ne serait-ce que sur l'emploi local. Une notion très importante qu'on a abordée, mais c'est sur l'environnement et sur l'empreinte carbone ou la consommation énergétique des data centers qui est plus facile à adresser. Et enfin, le grand sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est la partie souveraineté, puisque on a l'habitude de dire que quand les données sont à proximité chez des data centers de proximité avec des équipes qui ont un service ajouté vis-à-vis aux grands du secteur, et bien qu'on a véritablement la souveraineté sur les données qu'on héberge. Merci Nicolas André pour cette première prise de parole. Je voudrais à présent qu'Éric Ferrari se présente également à son tour pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. Éric Ferrari est le directeur donc, de la transformation et de l'aménagement numérique au sein de la collectivité de Corse depuis 2018, avec l'autre notion qui nous intéresse dans cette conférence, c'est la partie éthique. Le schéma directeur territorial d'aménagement numérique de la Corse, Smartisoul, a été adopté il y a un petit mois de cela. C'est lui qui constitue l'ossature de la stratégie numérique de la Corse pour les années à venir. Et il repose notamment sur un socle de valeurs éthiques. Éric. Oui, donc bonjour à tous. Je me présente, Éric Ferrari, directeur de la transformation et de l'aménagement numérique au sein de la collectivité de Corse. Bon, j'ai eu le grand plaisir, effectivement, de mener une mission au titre des ambitions numériques de la Corse, hein, parce que plus qu'un schéma directeur en 2016, c'était finalement une commande politique que nous avons eue du président qui nous a dit moi, je veux redéfinir les ambitions numériques de la Corse et l'outil schéma directeur territorial d'aménagement numérique, qui avait été fait d'ailleurs et utilisé en 2012, nous paraissait un bon vecteur pour conduire cette réflexion. Réflexion qui a été conduite grâce finalement à une dynamique collective. Je tiens à le souligner parce que la réussite finalement de ce schéma directeur a été aussi dans la dynamique collective qui s'est mise en œuvre et la confiance qui s'est instaurée entre les membres du comité de suivi notamment, qui ont finalement collaboré à enrichir l'approche. Alors, dynamique collective implique aussi des fondamentaux. Et lorsqu'on a commencé les premiers travaux, en fait, les questions éthiques sont apparues comme un premier préalable à la discussion sur les ambitions numériques de la Corse, puisque les membres réunis nous ont dit si on ne pose pas des notions communes, des valeurs communes, le numérique, finalement, ça peut être à la fois bon ou mauvais pour la Corse. Et donc, on va essayer de définir quelles sont les valeurs éthiques qu'on veut défendre. Et parmi les valeurs, eh bien, celles qu'on a entendues aujourd'hui dans les débats sont ressorties. La sobriété, la sécurité, la souveraineté, les questions de justice, les questions de non-discrimination, notamment en Corse, quand elle résonne avec la langue et avec tous les enjeux culturels et sociaux des exclus. Et donc, on s'est dit, tiens, il y a une valeur éthique préalable. Et ça tombait assez bien, puisque cette réflexion croisait une initiative nationale qui s'appelait RISET, qui était menée par la Fondation Internet Nouvelle Génération, qui avait entrepris la même déclaration. Ils avaient fait une déclaration sur le monde et finalement retrouvé les valeurs éthiques du SDAN. Et ce SDAN, finalement, s'est co-construit. Alors, ça a pris du temps. On a commencé en 2018, en avril 2018, et on a commencé en avril 2018 et on a fini en 2022. D'ailleurs, on l'a présenté dernièrement à l'Assemblée de Corse. Maintenant, le problème, c'est pas tant de l'avoir rédigé. Enfin, disons qu'on a passé une première étape, mais il faut bien savoir que ça va pas. Il ne s'agit pas finalement d'un meuble ou d'un livre qu'on va poser dans sa bibliothèque. C'est le début du SDAN aujourd'hui, puisqu'après le vote de l'Assemblée de Corse, il va falloir le co-construire. Donc là, je profite de l'Assemblée qui
qui est réuni ici pour dire que, d'abord, aujourd'hui, on est soucieux de savoir qui voudrait s'inscrire dans les réflexions et dans le comité de suivi, dans la gouvernance qui va arriver du SDAN. C'est-à-dire que nous sommes preneurs de toutes les bonnes volontés, je dis bien toutes les bonnes volontés, pour intégrer la gouvernance du SDAN à venir et définir les priorités. Pourquoi je parle de priorités? Parce qu'il y a 192 pistes d'action dans le SDAN et que parmi ces 192 pistes d'action, il faut se définir l'horizon immédiat des priorités d'action. Et je suis heureux qu'on retrouve dans les débats qui ont eu lieu aujourd'hui aussi des axes de pistes d'action évoqués dans le SDAN, notamment l'éclairage intelligent ou des questions liées au data center souverain et des questions liées au data et à l'enjeu central des données. Donc ce SDAN, c'est non pas un document que vous devez utiliser comme un espèce de document académique à conserver dans une bibliothèque, mais bien comme un document d'action et un plan d'action pour l'avenir. Alors, je voudrais simplement parler des 4 priorités qui nous traversent aujourd'hui pour le SDAN. La première priorité, je viens de vous le dire, il s'agit de la gouvernance. Mettre en place la gouvernance et rédiger ce qu'on appelle le manifeste des valeurs du SDAN, issu de ce dont je viens de parler, c'est-à-dire, mais aussi d'un numérique responsable, qu'est-ce qu'on entend par numérique responsable en Corse, et qu'est-ce qu'on entend par numérique inclusif en Corse, qu'est-ce que c'est que l'inclusion numérique au sens de la vision qu'on a, et autour de ça, rédiger le manifeste. Mettre en place la gouvernance autour de l'équipe du comité de suivi qu'on avait constitué pour le SDAN et l'élargir à d'autres acteurs. Donc, je vous passe la commande. Et ce n'est pas la commande du directeur, mais bien la commande de l'exécutif, du président du conseil exécutif, qui d'ailleurs passé tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à venir nous parler. Et puis, ensuite, on a 2 axes prioritaires. Le pôle cybersécurité pour la Corse, qui soit maîtrisé au niveau territorial par un ensemble d'acteurs publics et privés. Donc ce pôle cyber, on y travaille. On travaille actuellement au centre de réponse à incidents qui s'appelle un CCIRT. Le pôle cyber devait intégrer ce centre de réponse à incidents. Et le deuxième objet, c'est le service public de la donnée, autour duquel on veut offrir une infrastructure et une architecture d'accueil des données, mais aussi un pôle d'ingénierie susceptible d'acculturer l'ensemble des acteurs économiques, sociaux, culturels, institutionnels aux enjeux de la donnée, à la production de la donnée et au circuit de la donnée autour de sa valorisation, comme cela a été dit ce matin, autour des cas d'usage à développer et autour d'un regard croisé de la société sur les données comme un patrimoine et un bien commun, comme l'a dit Alex ce matin, et non pas comme un objet de business, je le dirais comme ça, sans être péjoratif sur le terme, mais je voudrais dire qu'on est à côté d'autres démarches qui sont beaucoup plus prédatrices et sur lesquelles nous, on voudrait apporter un autre point de vue sur la donnée, notamment sur la donnée d'intérêt général. Voilà, c'était un peu long, excusez-moi. Non, non, pas du tout. Merci. Éric Verra, on continue notre tour de table. Christophe, à Rennes. Donc Christophe Arène est directeur de l'Observatoire de la santé. Donc pour nous, le recueil et le traitement de la donnée, c'est notre quotidien. Et effectivement, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est aussi à la fois nos contraintes et la protection des fournisseurs de données et des patients ou autres. Et en fait, on est quand même assez bien cadré en France. Donc c'est très contraignant. C'est vrai, il y a le RGPD qui a beaucoup révolutionné, on va dire, le traitement de la donnée, mais en même temps qui protège les personnes qui sont à l'origine de ces données. Voilà. Donc il y a des données que l'on crée. Donc effectivement, c'est de la donnée qu'on va recueillir via des questionnaires, par exemple. Donc là, on va devoir justifier, avant de mettre en place une étude, le recours à toutes les données qu'on va recueillir.
Voilà, donc on parlait tout à l'heure de sobriété. Donc là, on va limiter au maximum les données inutiles. On va aller à l'essentiel. Et puis, il y a des données qu'on nous met à disposition en tant qu'ORS, par exemple le SNDS. On a les données de santé sont mises à disposition dans des cadres assez restreints. Donc, les ORS ont un accès via notre fédération. Donc, il y a eu un accord pour l'ensemble des ORS pour accéder aux données de santé, le SNDS, qui est donc une force des ORS, puisqu'on a des accès assez larges avec un recul assez important. Et là aussi, on va jouer sur la sobriété, puisqu'on va devoir justifier les indicateurs auxquels on va faire appel dans les différentes requêtes. Et on n'a plus accès maintenant au SNDS à des données brutes. C'est-à-dire que le SNDS va nous donner la possibilité d'extraire des indicateurs, mais on n'a plus de données individuelles brutes. De traiter les données, donc. Pour les exploiter, voilà, pour les traiter. Donc, ce qui ne se faisait pas avant le SNDS, avant, on recevait des bases d'hospitalisation, par exemple, on avait des données individuelles et on traitait les données comme il fallait. Là, maintenant, les données d'hospitalisation sont mises à disposition sur le SNDS, mais sous forme groupée, plus individuelle. Voilà. Alors, vous me disiez en off que ça revêtait un certain nombre de contraintes. C'était une charge pour vous, Oui. évidemment, avec la nécessité parfois d'avoir des personnes dédiées à ce travail. Mais néanmoins, pour les patients, c'était aussi, d'une certaine manière, la garantie d'une sécurité Oui, tout à fait. Alors, ça appelée de leur vœu. Ils étaient déjà protégés avant, avec la loi informatique et liberté notamment. Mais c'est vrai que maintenant, la plupart des structures ont en leur sein un délégué à la protection des données, un DPD ou un DPO, la version anglophone, et qui essaye de s'assurer que l'ensemble des traitements des données effectués au sein de la structure respectent justement l'ensemble des règles à suivre. Voilà. Merci pour cette première prise de parole, Christophe Arène. On va passer le micro à Jean-Luc Savel, qui dirige Qualitaire, qui est l'Observatoire régional de la qualité de l'air, ai-je besoin de vous le rappeler, depuis 2005, qui a travaillé dans différents observatoires à Marseille ou Grenoble avant de participer à la création de notre observatoire Corse. Aujourd'hui, Jean-Luc, vous encadrez une équipe de 10 personnes. Et pour vous, la gestion des données dans le domaine de l'environnement, c'est capital, c'est nécessaire, c'est fondamental. Oui, alors moi, c'est vrai que je veux porter un peu la parole des acteurs de terrain. Enfin, c'est pas qu'on trouve ici des acteurs très techniques, mais nous, on a une obligation, on va dire, de valoriser notre travail, parce qu'il y a une très forte attente, on le voit tous les jours dans les journaux, pour que nos données puissent servir à changer les comportements, à informer la population quasiment en temps réel. Donc, nous, dans le cadre de notre métier, on est producteur de données, mais pour produire de la donnée, on a également besoin d'avoir de la donnée. Donc, tout ça, ça rentre. Et je reprends un peu des éléments qui ont été évoqués rapidement tout à l'heure, notamment. Enfin, je m'étonne, je ne suis pas un spécialiste non plus de cette problématique-là, mais il y a un terme que nous, on utilise depuis longtemps en interne, enfin, que j'ai entendu beaucoup, c'est la directive Inspire, qui est une obligation européenne de diffusion de la donnée. Et je m'étonne de ne pas avoir entendu ce mot aujourd'hui, parce que je pensais pour moi que c'était la base réglementaire européenne en termes de diffusion de la donnée publique. Alors nous, on est un organisme privé associatif, mais étant donné qu'on a des financements publics, on a obligation de mettre à disposition ces données-là. J'ai entendu aussi une remarque tout à l'heure sur les données publiques qui sont en open data. Ce n'est pas toujours le cas, malheureusement encore. On a encore certains organismes qui oublient justement de mettre leurs données qui sont financées par des fonds publics à disposition. Et ça peut freiner après d'autres organismes comme le nôtre pour avancer dans différents éléments. Rapidement, la directive Inspire, c'est comment rendre facilement exploitable cette donnée compréhensible et gratuite. C'est ça, oui, tout à fait. J'ai aussi été intéressé par la partie aussi valorisation, on en a parlé à l'instant, aussi de ne pas forcément attendre que l'on valorise à notre place et de pouvoir travailler avec des acteurs locaux. Maintenant, on parlait tout à l'heure avec la CAPA, de pouvoir nous-mêmes nous auto-saisir de l'exploitation et de la valorisation de nos données. Et si les données se font par une valorisation externe, il y a la question aussi des licences. C'est aussi important pour nous, dans le monde associatif. Ce n'est pas forcément pour que notre nom soit cité en permanence, mais c'est quand même intéressant et on voit qu'il faut être vigilant quand même à ce que lorsqu'il y a des données qui partent en open data, on puisse tracer aussi l'origine de la donnée, ne serait-ce après pour pouvoir justifier l'utilisation de nos données. Donc ça, c'est très intéressant.
Et pour finir, pour revenir sur la partie sobriété, j'ai des collègues qui sont un peu plus avancés que nous, parce que ça fait plus de 40 ans déjà qu'ils font la même expérience que nous, notamment en Grand Est, où ils ont travaillé très récemment. Alors, on connaît tous les normes ISO 9001, 14001, etc. Mais ils ont travaillé sur un nouveau label, a priori, qui s'appelle le label numérique responsable et qui permet au quotidien de pouvoir avoir des actions, même très ponctuelles, mais lorsqu'on multiplie ça par le nombre d'utilisateurs du numérique, on peut voir qu'au niveau environnemental, ça peut avoir un impact. Par exemple, la gestion des mails ou la gestion des bases de données. On a parlé aussi de données que l'on gardait qui peuvent servir plus tard, mais d'autres où on sait qu'ils n'ont aucune utilité. Donc, savoir faire le ménage aussi dans ces données, c'est aussi un point important sur lequel on va être forcé à un moment donné dans les prochaines années de travailler. Et qui permet de réduire l'impact énergétique de cette activité numérique. Des questions après ce tour de table? Oui, merci. Je voulais rebondir sur ces questions de savoir où il convient d'héberger ou pas ces données. Et je pense qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est de distinguer les problématiques de gouvernance. Et c'est un premier choix. Et le deuxième, c'est la solution technique et les infrastructures. Je pense qu'il faut un peu décorréler les deux. Je vais reprendre l'exemple de l'enseignement supérieur et de la recherche. Vous l'avez souligné, M. Priol, c'est un gros consommateur et producteur de données. Et donc, elles seront plutôt stockées localement, ce qui est a priori une bonne chose. Mais là aussi, il y a eu un effort de concentration des moyens, puisque vous savez qu'en France, il existe une centaine d'universités, j'arrondis, et avec la création des grandes régions et des collectivités territoriales, le choix de l'enseignement supérieur et de la recherche a été de dire, je vais labelliser un data center pour l'enseignement supérieur et la recherche par grande région académique, ce qui a amené les acteurs à se regrouper. Ça a un effet positif. Vous avez une montée en compétences parce que la compétence RH n'est pas si courante que ça aujourd'hui. Et il ne faut pas l'oublier, personne ne l'a évoqué ici, mais il ne suffit pas de dire je crée un data center pour avoir toute la compétence. Qui plus est, il y a un autre élément, c'est que vous avez, et vous l'avez évoqué quand vous parlez de tiers, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tiers 3, c'est quand même déjà exigeant en termes d'infrastructure, ce qui n'est pas neutre d'un point de vue environnemental. Or, aujourd'hui, on a une tendance à voir se démultiplier des data centers sur les territoires, ce qui n'est pas forcément la meilleure des solutions, parce qu'il faut trouver la compétence chez RH. D'un point de vue énergétique, c'est extrêmement énergivore. Et enfin, transférer la donnée. Je n'ai pas vérifié pour la Corse, mais il y a très peu de plateformes d'interconnexion des réseaux des opérateurs. Je suis prêt à parier, je n'ai pas vérifié, mais vous pourrez peut-être me le dire, qu'en Corse, les données des opérateurs, si vous passez de SFR à Orange, ça remonte à Paris. Donc, avoir un data center à Bastia, c'est super, mais si moi, de Ghisonaccia, je veux y accéder, je repasserai à Paris pour revenir ensuite en Corse. Donc, l'intérêt d'un point de vue écologique est très contestable. Du point de vue cyber, là encore, c'est un vrai sujet, parce que par la compétence RH, suivre les normes cyber, c'est extrêmement lourd. Alors, vous avez l'ANSSI, qui est une agence nationale qui vous accompagne dans ces missions, mais il faut aussi une expertise technique sur le territoire au fur et à mesure où vous déployez ce genre d'outils. Donc, je pense qu'il faut s'interroger sur le bon niveau. La gouvernance, c'est l'élément essentiel. La mise en œuvre technique, c'est-à-dire où doit se situer le niveau de souveraineté, eh ben, ça se discute. Ça se discute. Est-ce qu'il y a un vrai intérêt à l'avoir localement sur le territoire? Est-ce que ça doit être à l'échelle nationale ou européenne? D'ailleurs, il y a des normes qui ont été édictées par la Commission européenne. Il y a une initiative qui s'appelle Gaia-X, qui est pour les très grands industriels, plutôt orientée vers les grands industriels. Vous avez une norme nationale qui est le CloudSecNum pour le cloud. Et je pense qu'il faut vraiment s'interroger sur ces deux niveaux. Et il faut accompagner, en termes de gouvernance, le décideur politique d'expertise technique. Parce que l'exemple de dire je vais mettre mon data center, mais je vais utiliser une application de paiement en ligne qui m'est fournie par un opérateur et dont je ne maîtrise absolument pas la gestion des données, c'est bien pire que de dire je fais confiance à un opérateur national qui, lui, a une bonne maîtrise technique et une prise en compte de ces enjeux. Et je terminerai sur un dernier point, l'exemple que j'ai pris ce matin d'Anaïs. Donc la plateforme pour stocker les données de positionnement des navires. À votre avis, on l'héberge où? Ouais, c'est chez OVH. Donc il ne faut pas croire que parce qu'on parle de souveraineté, oui, je vous avais donné la réponse. Mais ce n'est pas parce qu'on parle de souveraineté, et je suis au ministère des Armées, qu'on n'a pas le droit d'utiliser des clouds offerts par des opérateurs privés.
Après, la question qu'il faut se poser, c'est quelle garantie il offre. Alors, sur l'incendie de Strasbourg, c'était essentiellement des choix de conception technique qui n'étaient pas adaptés, donc une erreur technique. Et puis ensuite, les utilisateurs, en fonction de leur contrat, pensaient avoir des services qu'ils n'avaient pas forcément souscrits. Donc il y a deux niveaux. Il ne faut pas croire que seul OVH est responsable. Les utilisateurs avaient une part de responsabilité aussi. Donc il faut bien se poser ces questions et positionner ces enjeux de souveraineté au bon niveau, entre la souveraineté sur la donnée de santé, par exemple. C'est un vrai enjeu. Et quand vous voyez des structures comme le Health Data Hub s'emparer de ces questions-là au niveau national, c'est qu'il y a un vrai enjeu. Et heureusement qu'on le fait. Et puis au niveau local, l'hôpital qui va vous soigner, on a envie de savoir que nos données sont en sécurité. Je vous rappellerai juste qu'en Angleterre, il y a eu des attaques cyber extrêmement fortes sur les hôpitaux anglais qui ont fait tomber les systèmes de soins, c'est-à-dire que les hôpitaux n'étaient plus capables de soigner. Tout simplement parce que leur système d'information était défaillant. Donc vous avez tous ces enjeux et il ne faut pas croire que la souveraineté, ça veut dire je mets le truc à côté de chez moi. Vous avez un très joli data center à l'université, d'ailleurs, avec un centre de calcul qui marche très très bien. Et je pense que c'est un bon exemple de réflexion où vous faites le compromis entre une proximité et un service de qualité et puis une échelle peut-être plus grande. Ce qui pose question, c'est l'environnement dans lequel vous le déployez, aussi d'un point de vue juridique. Et heureusement, l'Europe se protège très très bien aujourd'hui. On a fini cette étape d'être naïf. Le RGPD est une première brique. Certains industriels le reprochent, d'ailleurs, mais c'est une première brique. Et vous avez un règlement sur l'intelligence artificielle qui va arriver, je pense, assez rapidement, que je n'ai pas entendu évoquer aujourd'hui, mais qui est essentiel aussi sur le positionnement de l'Europe dans ces grands enjeux internationaux. Nicolas, André, vous avez un micro peut-être juste devant vous. Oui. Donc, bon, il y a beaucoup de questions dans une. La première sur les ressources humaines, oui, bien entendu, là-dessus, vous avez forcément raison. C'est-à-dire que si je prends l'exemple de la CITEC, notre véritable valeur ajoutée, ce sont nos ressources humaines et les ingénieurs et les techniciens qui sont capables de maintenir à niveau les data centers, puisque moyennant finance, on peut dire que n'importe qui serait capable de construire un bâtiment industriel, même si c'est un cahier des charges très pointu. Donc, c'est vrai ce que vous dites. Et d'ailleurs, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si certains data centers de proximité ont été construits sur le constat que les collectivités n'avaient pas les moyens humains euh, de maintenir et de créer, d'avoir un data center style ISO 27001 au sein de leur propre établissement, ça prouve bien, c'est parce que c'est un métier, c'est très technique et qu'il faut avoir les ressources. Alors, là où je mettrais un bémol ou plusieurs. Sur la partie routage et transfert de données. Alors oui, vous avez raison, à savoir qu'il y a cette notion que si vous êtes à Ghisonaccia et que vous envoyez un fichier dans le data center de Bastia, bon, ça, en l'occurrence, ça ne passera pas par Paris, mais ça va passer par Marseille aujourd'hui. Pourquoi? Donc je ne rentre pas de la technique, mais les équipements des opérateurs qui permettent de faire le routage entre les différents points de l'Internet, aujourd'hui, sont positionnés à Marseille. Alors, d'une part, c'est quelque chose qui a tendance à changer, c'est-à-dire que les opérateurs eux-mêmes aujourd'hui ont des projets d'avoir ce genre d'infrastructure sur l'île pour router localement. Et puis, ça dépend aussi d'autres choses, de la capillarité entre la Corse et le continent, par exemple. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de câbles qui existent, mais il y a des projets avec des nouveaux câbles, donc ça va donner des nouvelles perspectives. Donc à chaque fois, le choix pourra se faire entre est-ce qu'on passe par le continent ou est-ce qu'on a des services hébergés directement ici. Et ça, c'est valable pour ce qui passe par l'Internet. Donc, vous envoyez un fichier par mail, par exemple. Voilà. Moi, ma boîte qui est la CITEC, en effet, à un moment, ça va transiter. Par contre, ce qui est vertueux aussi en termes d'environnement, pour rejoindre la troisième partie de votre question, c'est-à-dire que nous, on est également interconnecté avec un certain nombre d'acteurs. On est interconnecté à la dorsale, au réseau d'intérêt public Corsica Haut Débit qui permet de fibrer la Corse. Et donc, un certain nombre d'acteurs qui avaient été préidentifiés comme des centres d'intérêt sont directement interconnectés avec la CITEC. Donc, les grandes administrations, les hôpitaux, les chambres de commerce, tout ça. Donc, à ces acteurs-là, on peut leur fournir du service dans des performances inégalées, meilleures
quasiment celles qu'ils auraient sur leur propre réseau local, et avec une véritable sobriété numérique, puisque c'est directement de point à point entre eux et nous. Voilà. Donc, si on prend par exemple la santé, c'est le cas de l'hébergement de données de santé pour les hôpitaux, qui est interconnecté avec la CITEC, et pour les services qu'on leur offre, bien, du coup, il n'y a pas besoin de passer par le continent, et ils se retrouvent avec une qualité de service que je pense optimale. Enfin, il y a un dernier point que je voudrais aborder et qui me semble assez important, mais je crois que Jacques Priol l'a dit tout à l'heure. Il y a une notion dans le monde des éditeurs de logiciels qu'on appelle de SaaS. Donc, c'est Software as a Service. C'est-à-dire qu'en fait, les éditeurs mettent à disposition leur logiciel déjà hébergé quelque part sous forme d'abonnement, en fait, et vous ne faites que contracter avec le service. Alors, nous, le modèle à la CITEC, c'est d'avoir ces logiciels chez nous, avec des partenariats avec les éditeurs pour les quelques logiciels qu'on considère comme structurants pour le territoire. Et donc, de la même manière, les usagers se connectent directement à la CITEC pour atteindre ces logiciels. Donc, le mode SaaS se fait à la CITEC. Ça permet beaucoup de choses. Une partie souveraineté, je dirais, sauvegarder les données, une partie aussi assistance aux utilisateurs. On est au plus près, on connaît les métiers et on peut les aider. Par contre, il existe des logiciels et des éditeurs qui ont verrouillé un petit peu ce mode de fonctionnement et qui disent, moi, mon service, je ne vous l'offre qu'en SaaS. Donc, vous accédez à une page web, vous avez un logiciel derrière, mais ce n'est pas possible d'en sortir. Donc, pour eux, ça a des avantages, je pense, en termes d'architecture, de maintenance, puis ils mettent une architecture pour l'ensemble de leurs clients, sans pas besoin de maintenir la leur, puis celle qui mettrait potentiellement la CITEC. Par contre, ça pose des véritables questions sur où sont les données derrière, qu'est-ce qu'ils en font. Ils sont en mode SaaS, mais on suppose qu'ils les sauvegardent. Est-ce qu'ils les sauvegardent en Irlande? Est-ce que leurs données sont correctement protégées? Voilà. Donc ça pose véritablement beaucoup de sujets. Et donc pour conclure, moi je pense que l'échelon véritable, c'est l'échelon territorial. Voilà. Peut-être juste un mot pour compléter. En fait, je ne crois pas qu'il y ait une seule solution. Il faut concevoir, les architectures sont complexes, il faut les concevoir avec différents niveaux de service, et ces niveaux de service s'organisent aussi au niveau des territoires. Par contre, pour ce qui est de la Corse, la prise de conscience de la nécessité d'un socle d'infrastructure qui intègre notamment les data centers de proximité, mais pas seulement, parce que on aborde aussi la question de l'interconnexion, la question aussi de l'hypervision, qui devient donc ces plateformes qui vont faire communiquer aussi différents types de services. Donc toutes ces questions-là, nous pensons, nous à la région, qu'il faut se les approprier et créer en Corse un véritable écosystème autour de ça. Maintenant, nous sommes persuadés qu'en termes de data center territorial, évidemment, les couches de services offerts ne sont pas celles que l'on trouve dans certains autres data centers. Par exemple, sur le niveau, on a les niveaux bas, infrastructure à service. On pense que ce n'est pas tellement le rôle de la CITEC de mettre des mètres carrés d'espace pour héberger des serveurs. Par contre, on pense que dans des niveaux de service plus élaborés, la CITEC a toute sa place. Et c'est d'ailleurs ce en quoi on aide la CITEC pour le faire. Et puis, donc tout ça doit cohabiter dans un écosystème qui va évidemment avoir des relais sur des data centers en France et des opérateurs comme OVH ou Gandhi ou d'autres, c'est clair. Mais pour autant, il faut qu'en Corse, on crée l'écosystème suffisamment résilient qui permette de maîtriser cet ensemble d'infrastructures dans le cadre de choix politiques de souveraineté du numérique. Et ces choix souverains, évidemment, c'est tout l'objet du schéma directeur Smarties. Et c'est tout l'intérêt de joindre des gens comme vous à la réflexion pour avoir différents points de vue et envisager tout cela pour créer justement le dit écosystème. Alors, on a des briques d'écosystème aujourd'hui. Éparses, vous parliez du GIX tout à l'heure, enfin je parle un peu technique, mais on n'a pas de GIX en Corse, mais sans doute faudra-t-il le créer. Et donc, vous voyez bien qu'en s'appropriant
la question du numérique et du socle d'infrastructure, on crée une prise de conscience collective de l'intérêt justement de le développer au profit de la Corse et des Corses, et pas au profit d'intérêts marchands qui ont leur sens, hein, par ailleurs. Il ne faut pas les exclure, hein, non plus, mais pour autant qui doivent venir à un moment donné s'intégrer dans cette conception. Je pense que c'était un peu le propos de Jacques quand il disait une approche publique, enfin souveraine, c'est-à-dire que nous, on la conçoit comme ça. C'est ce mariage intelligent de l'action privée et de l'action publique au service d'une souveraineté numérique de la Corse et d'un numérique choisi pour la Corse et les Corses. Et vous parliez tout à l'heure de l'université. Eh bien, ils ont un mésocentre aujourd'hui à l'université. On les a dotés, enfin, la collectivité a financé ce mésocentre en grande partie, grande partie. Et ce mésocentre a tout son sens parce que l'université a des besoins big data que n'avaient pas d'autres acteurs sur le territoire. Et donc, aujourd'hui, elle est maître de la souveraineté numérique de son big data et des productions scientifiques qu'elle produit à travers ce serveur. Voilà ce que je voulais dire. Donc, c'est un nouvel appel aux volontés qui sont ici pour venir contribuer à la suite des travaux que nous faisons au titre du SDAN de Corse. Jacques Priol, je sens que vous opinez du chef. Oui, merci. Je souhaitais peut-être réagir sur un ou deux points rapidement. D'abord, dire qu'évidemment, la question de la sécurité, telle qu'elle a été posée par l'intervenant tout à l'heure, est absolument centrale. C'est des chiffres qui ne sont pas toujours connus, d'ailleurs, parce qu'on ne veut pas nécessairement trop les mettre en avant. Mais l'année dernière, en 2021, 20%, 1 sur 5 des attaques ciblées avec ransomware, c'est-à-dire capture par un logiciel, une escroquerie, en vérité, 20% des attaques ciblées en France concernaient des collectivités territoriales. On ne veut pas trop en parler parce que c'est un sujet qui peut contribuer à rompre la confiance qu'on évoquait tout à l'heure. Je partage aussi l'idée que même si ces sujets techniques sont très importants, il faut distinguer la gouvernance et les choix technologiques. Il faut les concilier sans doute, les rapprocher, les mettre en musique ensemble. Mais c'est aussi pour ça que tout à l'heure, dans le diptyque éthique d'un côté, souveraineté de l'autre, on voit bien que c'est un dialogue entre des sujets qui concernent des champs différents dans la relation aux usagers, dans la relation aux habitants, mais c'est valable aussi dans d'autres domaines, dans la relation aux consommateurs, dans le monde de l'entreprise. Et on voit bien qu'on a des questions complexes qui s'enchevêtrent et on ne peut pas répondre facilement à l'une en évacuant l'autre. Il y a plein de sujets juridiques et une part importante des législations ou des cadres technologiques qui ont été évoqués tout à l'heure en Europe sont d'abord en réaction à une situation bien particulière qui est cette législation américaine complètement scélérate, qui est une législation extraterritoriale qui donne la possibilité ou qui oblige des entreprises américaines à, d'une certaine manière, voler à la demande de la puissance américaine des données des entreprises ou des services publics en France qui feraient appel à leurs services. On a aussi d'autres enjeux avec, par exemple, dans nos villes, une offensive tout à fait massive depuis 2 ou 3 ans maintenant d'un équipementier, un vendeur d'infrastructures numériques comme Huawei, qui est présent dans bon nombre de villes européennes. On ne s'en vante pas trop, mais ça pose aussi des questions. D'où effectivement des initiatives comme Gaia-X, mais c'est quelque chose d'extrêmement complexe qui se joue à l'échelle européenne. En France, la réponse souveraine et en apparence éthique qui est apportée dans le cadre de Gaia-X, c'est que, excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est que c'est Thales qui va vendre des prestations de Google et c'est Orange et Capgemini qui vont vendre des prestations de Microsoft. Pour l'instant, on est sur des formes de réponse qui sont des assemblages, des habillages juridiques dont on n'est pas encore en capacité de démontrer que technologiquement, ils apporteront toutes les garanties que l'on souhaite. Et d'ailleurs, avec ces problèmes de redondance d'hébergement et autres, de toute façon, à un moment donné, tout ça, et ça a été dit, nécessite un niveau d'expertise et de compétences qu'il faudra actionner en permanence extrêmement difficile. Donc, ce qui compte, c'est de réussir à fabriquer un assemblage à la fois de choix technologiques cohérents qui allient de la performance technologique et des choix de proximité avec une gouvernance qui est celle d'une stratégie territoriale. C'est ce que la collectivité de Corse a fait en adoptant ce document. C'est ce que d'autres territoires sont en train de faire dans de nombreux endroits. Depuis longtemps, nous plaidons pour qu'il y ait des véritables stratégies territoriales de la donnée. C'est une combinaison, en vérité, de choix technologiques les meilleurs ou les moins mauvais, parce que parfois c'est par défaut, de règles de gestion dans lesquelles on va impliquer les citoyens,
dans lesquels on va impliquer des acteurs pour que ce soit des choix collectifs qui fassent que progressivement, on ait la meilleure combinaison d'une confiance et d'usage de la donnée au service du territoire. Tout à l'heure, le représentant de la CITEC évoquait le fait que la CITEC soit hébergeur de données de santé. Moi, vu de Bretagne, je trouve intéressant que les données de santé des Corses soient hébergées en Corse. Je trouve que ça fait sens aujourd'hui dans un moment où il y a de nombreux débats et de nombreuses polémiques sur ces sujets, même si certainement certaines de ces données sont ensuite transférées au Health Data Hub parce qu'il y a une stratégie nationale de développement de la recherche au sujet de la santé, même s'il y a derrière des combinaisons de facteurs qui font qu'on va mélanger de la donnée publique et de la donnée privée. Ce qui compte, c'est de garder la maîtrise et que surtout les acteurs publics dans leur ensemble, territoriaux en particulier, mais pas que, apportent à nos concitoyens la preuve qu'ils conservent la maîtrise. Parce que c'est la dernière des souverainetés que j'évoquais tout à l'heure. C'est la souveraineté publique. Si on perd le contrôle de nos données, on va perdre le contrôle de nos politiques publiques. Ça, c'est l'enseignement majeur de ce qui s'est passé ou de ce qui a failli se passer à Toronto avec Google. C'est qu'en fait, les règles d'intérêt général auraient été définies par Google. Et là, ce n'est plus un problème de data, c'est un problème de démocratie. Certains parleront de dictature numérique. Et c'est vraiment le point qu'on doit garder en tête quand on développe au quotidien des actions concrètes. Merci, Jacques Priol. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Bonjour à vous. Moi, je voulais revenir sur la question de la sécurité, parce que tout à l'heure, vous parliez dans vos data centers que vous aviez des critères de sécurité, notamment pour héberger des données de santé. Sauf que bon, ça vous échappera pas parce que la première faille dans le numérique, c'est pas la sécurité informatique ni la sécurité du lieu, c'est l'humain qui malheureusement est la partie la plus défaillante en termes de sécurité. Et malheureusement, en France et même un peu dans le monde entier, il n'y a pas vraiment de bons élèves en termes de cybersécurité, de gestes, on va dire, comment dire, de façon de comportement approprié pour, on va dire, garder les données en sécurité. Donc du coup, quand vous parlez d'héberger des données de santé, ça veut dire qu'elles sont manipulées par du personnel de santé qui n'est pas expert en numérique. Est-ce que, ma question du coup, c'est est-ce que par hasard, vous donner une éducation, une formation au personnel qui va accéder à ces données qui sont quand même relativement sensibles. Et j'avais aussi un autre point qui là par contre est un peu différent. C'était au niveau de la traçabilité des données que vous faisiez parler par tout à l'heure. Est-ce que, parce que je sais qu'en France, on est très en retard à chaque fois sur les nouvelles technologies, est-ce que par hasard, vous vous êtes penché sur la fameuse blockchain qui malheureusement est encore on va dire, en test depuis pas mal d'années, mais offre cette possibilité de traçabilité relativement précise qui est en train de se démocratiser un peu dans les différentes industries? Voilà, merci à vous. Oui, merci pour la question. Donc, c'est tout à fait pertinent hein, ce que vous dites. Donc, la cybersécurité, en fait, il faut l'avoir comme une philosophie, en fait, et des méthodes de travail. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est assez récent, je pense, mais tout est vu par le prisme de la cybersécurité. C'est-à-dire que nous, à la CITEC, que ce soit dans la santé ou autre, hein, dès qu'on accueille un nouveau client, qu'on met en place de nouvelles infrastructures, qu'on livre des services, ben, ça passe par des process en termes de sécurité qui sont validés à plusieurs niveaux pour, in fine, donner le service le plus sécurisé possible aux clients. Alors après, c'est vrai, il y a plusieurs acteurs. Donc, quand on parle d'hébergement de données de santé, donc nous, c'est une certification qui assure de la mise en œuvre des bonnes pratiques en la matière, voilà, et qui est évaluée chaque année. Et c'est sur le principe de l'amélioration en continu. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on rencontre un incident, quel qu'il soit, il est analysé, puis on fait une réponse à court terme, et on fait une réponse à moyen et long terme, de manière à ce qu'il ne se reproduise plus. Et donc, c'est chemin faisant qu'on s'améliore le plus possible. Sur la partie utilisateur, bien entendu, c'est là que le bas blesse, hein, c'est que l'informatique est utilisée par tout le monde et par des gens qui sont non avertis. Concernant les données de santé, il y a souvent des relations tripartites, c'est-à-dire utilisateur final, donc lui, il n'utilise que le logiciel, il n'a même pas les outils pour interagir ou pour faire du mal, je dirais.
Vous avez l'hébergeur, donc en l'occurrence c'est nous, donc on est garant de l'infrastructure qu'on met à disposition et des process associés. Et puis il y a souvent un troisième acteur qui est l'éditeur du logiciel. Voilà. Et pour sécuriser tout cela, eh bien, il y a des process qui sont en œuvre du style, on donne l'accès à l'éditeur pour qu'il fasse la maintenance de l'applicatif, mais de manière la plus sécurisée possible, c'est-à-dire avec des droits restreints, avec des temps d'intervention restreints, avec un traçage permanent, c'est très important ça dans la donnée, un traçage des accès pour savoir qui a fait quoi et quand, de manière à pouvoir, si on a besoin de faire une remédiation par exemple, pour savoir exactement ce qui s'est passé. Donc, de recettes miracles, il n'y en a pas. Par contre, des process qui permettent de minimiser au maximum le risque, ça oui. Et moi, très souvent, ce que je dis, c'est qu'en termes de cybersécurité, donc nous, bon, on a quand même, je pense, une expertise. Hein, on est labellisé expert cyber par l'ANSSI, on est prestataire de terrain pour l'ANSSI, on a quand même fait preuve d'un savoir-faire en la matière. Mais il faut beaucoup d'humilité en termes de cybersécurité, parce que c'est pas parce que les données sont à la CITEC et qu'on a mis tout en œuvre de notre point de vue pour le sécuriser qu'on ne va pas avoir un accident de cybersécurité, et on en a, bien évidemment. Par contre, je suis aussi certain que les données sont plus en sécurité à la CITEC qu'à l'hôpital, par exemple. Voilà. Donc, et dernier point, quand je disais que la cybersécurité, c'est une philosophie, il y a une grande partie de la cybersécurité qui se repose sur la sensibilisation des utilisateurs au sens large. Donc, nous, à la CITEC, on fait des campagnes de sensibilisation de nos clients, mais aussi de nos propres collaborateurs, avec des tests, avec de l'information, avec des petites conférences, des petites mises en œuvre succinctes pour véritablement sensibiliser au mieux les utilisateurs et au fil de l'eau, quoi. Voilà. C'est un peu le principe de formation que vous évoquiez. Par rapport aux incidents, Nicolas André, dont vous parliez, quelle est la nature de ceux que vous rencontrez le plus fréquemment? Ils sont multiples et corrigé. variés et quasi quotidiens. C'est-à-dire que, enfin, des incidents. Les attaques, en tout cas, elles sont permanentes. Après, ben, parfois, ils arrivent à leur fin, parfois non. Donc, c'est un peu le gendarme et le voleur, quoi. Nous, on a des véritables enjeux parfois financiers vis-à-vis de nos clients, puisqu'on a des clients qui ont des très gros enjeux d'exploitation et qui ont la quasi-totalité des infrastructures qui sont chez nous. Donc, bien entendu, que tout est mis en œuvre pour que ça se passe le moins possible. Donc, ça sous-entend des dispositifs techniques, un peu l'état de l'art en la matière, mais aussi tous les dispositifs humains que je viens de citer, et puis les maintiens à niveau de ces certifications qui sont en fait garantes chez nous de savoir tenir ce niveau d'exigence dans le temps, parce que c'est comme si on passe une certification, on passe un examen le jour J. Après, il faut garder ce niveau d'excellence, je dirais, entre guillemets, en tout cas, c'est ce niveau d'exigence, et c'est peut-être ça le plus difficile à maintenir. Christophe Arène, sur le deuxième volet de la question concernant la traçabilité. Alors, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu la question traçabilité? Parce que c'est un mot qui est utilisé un peu. Alors non, je crois que c'était Monsieur Savel qui parlait de traçabilité tout à l'heure, quand il partageait les données en open data pour savoir qui avait accès et en quelle utilisation cela a été fait. Alors, je n'aurais pas la réponse technique à votre question. Ce que je sais surtout, c'est notamment dans notre domaine au milieu de l'environnement, toute information, et là on revient un peu sur la discussion de ce matin avec les fausses informations, notamment dans l'environnement, toute information qui est diffusée est considérée comme bonne. Et c'est très compliqué après, quand on perd la confiance, de pouvoir remettre en place les différents outils pour essayer de récupérer cette confiance. Un exemple bien précis que l'on a actuellement, c'est le développement de tout ce qui est capteur connecté, ou un exemple par exemple qu'on peut avoir, c'est de nous dire, ben, moi, mon capteur à moi, il me dit qu'il y a un épisode de pollution et vous dites rien. Donc, comment est-ce qu'on anticipe ce genre de questions? Comment on travaille en amont sur la collecte de la donnée, sur l'exploitation et sur la valorisation? Et aussi, quand nous, on met à disposition des données, on n'est pas, pour reprendre cet exemple de prévision de pollution, il y a des données qui peuvent être émises. On a notamment, par exemple, pour donner un exemple, une assurance qui donne la prévision par chaque commune en Corse 4 jours en avance. Donc, c'est bien. Voilà, sauf qu'ils utilisent des données qui ont
4 ou 5 jours d'ancienneté. Et on sait très bien, en matière de prévision, on voit pour la météorologie, c'est un peu comme si une semaine avant, on vous donnait la météo, et on voit très bien que ça change, ça évolue. Sauf qu'une fois que l'information a été lancée, ben, il n'y a plus de retour en arrière, en fait. Une fois Donc, c'est un peu sur ces aspects-là qu'on essaye d'anticiper, de travailler, et d'être le plus visible possible, et d'être référent par rapport à ces problématiques-là. Et après, on ne maîtrise pas tout, quoi. Voilà. Très bien, merci. Y a-t-il d'autres questions à nos invités? Oui. Merci beaucoup. Alors, moi, c'est juste un aspect sur l'accès à la donnée et la production de données. J'en ai juste un petit peu parlé ce matin, mais c'est de bien toujours garder à l'esprit de ne pas exclure une partie de la population, ni de la représentation de la donnée, ni de l'accès à la donnée, parce que de plus en plus, voilà, tous les services publics, on doit accéder aux données via toutes les plateformes possibles et imaginables. Alors avant, il y avait le premier accès à l'information qui était simplement l'accès à l'écriture, à la lecture. Donc il y avait toute une partie de la population qui était illettrée, qui ne pouvait pas accéder à ça et qui en plus, la plupart du temps, avait honte de dire qu'ils ne pouvaient pas accéder à ça. Donc ils n'avaient pas le droit et pas d'accès aux informations, même aux ressources auxquelles elles avaient droit, parce qu'elles ne pouvaient pas solliciter les services administratifs en lien et en charge de ces choses-là. Je parle en particulier au niveau de la santé. Et là, on rajoute une couche supplémentaire qui est en plus la maîtrise des outils techniques et technologiques qui permettent et qui deviennent presque le seul point d'accès à toute cette catégorie de services et qui, moi, m'inquiète parce que, de fait, on va augmenter, matériellement parlant, le nombre de personnes qui ne vont pas avoir accès et qui vont eux-mêmes se couper de l'accès de ces services, de ces informations, de ces données. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que collectivement on met en place pour lutter contre ça? Je sais qu'au niveau du SDAN, il y a une partie qui aborde ces questions-là. Et je pense que c'est vraiment des questions qui sont importantes. Et voilà. Merci pour la question, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de souveraineté et de sobriété numérique, mais effectivement, ce volet-là n'a pas encore été abordé. Qui a envie de répondre? Oui. Donc, il est clair que, au-delà de ces questions d'infrastructure, la question qui se pose, c'est la question des usages. Et dans cette question des usages, il y a aujourd'hui une réalité d'usage, notamment en Corse, qui est contrastée. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que finalement, les visions centrées usagées, finalement des usages, elles n'existent pas trop dans le paysage, où elles tendent à émerger doucement, et que par ailleurs, les usagers eux-mêmes, parfois, ne connaissent même pas l'existence de ces services et donc n'ont pas d'appétence à y aller puisqu'ils ne les connaissent pas. Ce que l'on observe, c'est un décalage finalement qui se fait entre l'offre et la demande. C'est-à-dire que la demande, c'est-à-dire l'usager, est en non-demande et l'offre reste circonscrite à certains usagers experts. Donc nous, de façon à essayer de pallier à ce déficit d'usage, d'usage entre guillemets vertueux, parce que d'un autre côté, la société corse est très consumériste d'outils technologiques et de services de consommation par le numérique. Donc là, la question, c'est, je ne dirais pas qu'il y a le bon et le mauvais usage, mais qu'il faut être très vigilant sur des usages qui sont matraqués à longueur de journée et qui conduisent les gens finalement à privilégier une forme d'usage plutôt qu'un autre. Et finalement, on s'aperçoit qu'on a une population qui se retrouve enfermée dans des catégories d'usage. Et particulièrement, si je prends un exemple qui est celui du débat démocratique, on s'aperçoit qu'une réponse au débat démocratique, ce sont les réseaux sociaux, mais c'est
quelque part, c'est une fausse réponse au débat démocratique. Parce qu'on s'aperçoit que les courants d'opinion qui traversent les réseaux sociaux peuvent être très bien et très vite manipulés par des réseaux d'influence qui conditionnent finalement la vie de l'usager. Et on voit aussi que des politiques de réseaux sociaux, je parlerai de Facebook, dans la politique notamment d'affichage d'informations sur le mur, vis-à-vis des courants d'opinion qui traversent l'internaute, font que les positions se radicalisent beaucoup plutôt que ne privilégient l'échange entre citoyens. Or, à côté de ça, pour ne pas jeter la pierre aux réseaux sociaux, eh bien, les collectivités, elles, ne mettent pas en place des services qui permettent un dialogue apaisé autour d'une démocratie, dirons-nous, participative ou de dynamique d'intelligence collective, que quelques-unes le font. Donc, il faut développer l'ensemble de ces services à condition qu'on ait une population qui soit accompagnée. Et donc, c'est tout l'objet du Hub du numérique inclusif qui s'est créé il y a un mois et qui est finalement la mise en réseau de l'ensemble des acteurs qui vont auprès de la population expliquer et expliciter les usages numériques et les mettre en situation. Alors, au-delà des usages numériques, il faut qu'on se préoccupe aussi de l'usage numérique vis-à-vis de la data. Et là aussi, ça fait partie donc d'un corpus d'accompagnement qui aujourd'hui doit être réfléchi au niveau régional pour intégrer une culture de la data à travers justement les outils numériques dont on a la maîtrise. Je prendrai qu'un cas qui est celui d'une réalité qu'on a vécue tout à l'heure, qui était j'ai du bon débit ou j'ai du mauvais débit. Alors, nous, on a tous les jours un coup de fil à la collectivité. Oh là là, là, ça passe pas. Alors, et donc, on a des plateformes, etc. Alors, qui disent exactement quel débit est offert à telle adresse. Mais pour autant, on est toujours dans le subjectif. Et objectiver la data fait partie de l'objectivation des problèmes. Et comme on ne l'utilise pas assez, eh bien, les réponses restent subjectives. Donc, c'est le cas typique du forum de RCFM. Le matin, allô, oui, on est coupé sur la route quand je descends de Bastia à Ajaccio, mais vous êtes coupé où? Ah, ben, je suis coupé quand je passe de tel endroit à tel endroit. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il faut que l'on objective avec le public un certain nombre de choses pour dire effectivement vous êtes coupé, mais vous avez les moyens de vérifier votre connexion à Internet par tel et tel usage pour savoir pourquoi vous êtes coupé. Et essayer d'objectiver comme ça le dialogue à la population fait qu'on va arriver à quand même désamorcer un certain nombre de crises qui aujourd'hui se font sur une approche strictement affective des problèmes et, je le dis encore, un peu exacerbée par les réseaux sociaux, avec lesquels je pense que désormais, il faut avoir quand même un principe de précaution extrêmement fort dans l'usage des réseaux sociaux, dans le dialogue citoyen. Mais ça fait partie de tout le programme du Hub de la médiation numérique qui est en train de se mettre en place en Corse et qui structure les acteurs du numérique inclusif. Le dernier point aussi, c'est quand on parle de l'école, hein, on voit bien qu'il y a des phénomènes qui ont permis d'instaurer des dialogues aussi entre, par exemple, le professeur et la famille à travers les cas qu'on a connus de crise sanitaire. Quand il y a eu la crise sanitaire, eh bien, le fait d'avoir amené les enfants chez eux, fait retourner les enfants à la maison, ça a instauré de nouveaux modes de dialogue à distance à travers les outils numériques qui étaient inédits, bricolés, etc. Mais ces usages sociaux, il ne faut pas les mettre de côté, tout en sachant qu'il y a une partie des familles qui ont été complètement déconnectées parce qu'elles n'avaient pas de connexion chez elles. Et là, on n'avait pas les données pour savoir. Elles étaient dans des situations aussi de désarroi numérique parce qu'elles ne savaient pas utiliser les outils. Voilà, bon, donc c'est un vaste sujet. Gabriel, il me semble que vous souhaitiez participer. Oui, très rapidement, je pense qu'il y a une chose qui est vraiment importante. Eric disait la réalité des usages numériques aujourd'hui, elle est contrastée en Corse. Et moi, j'aurais tendance à dire,
eh bien, c'est tant mieux. Et pour revenir à des questions éthiques, et je crois que vous avez repris dans vos documents et dans votre stratégie l'idée que le numérique ne doit pas être subi, doit être maîtrisé. Et un numérique qui n'est pas subi, c'est parfois savoir aussi se passer de ces outils, ne pas avoir recours à la data systématiquement. Il y a un exemple que j'aime bien prendre. Alors parfois, ça fait un peu des vagues parce que je le dis avec des mots qui sont un petit peu durs, mais quand je vois qu'on a généralisé le IRSA, ça me pose question et je pense que par rapport à un certain nombre de situations individuelles de bénéficiaires du RSA, j'emploie un mot volontairement provocateur, j'estime que c'est sans doute presque criminel de faire ça, de rendre obligatoire le passage par le système numérique pour accéder au RSA. Et d'ailleurs, le Conseil d'État, vous l'avez peut-être vu, vient pour la première fois de juger illégal le fait que sur un dispositif, il n'y ait plus de guichet physique, mais uniquement des accès numériques. Et ça concernait en l'occurrence les processus d'inscription pour leur démarche concernant des personnes étrangères en France. C'est sans doute pas un hasard si c'est entre guillemets tombé sur ce sujet-là pour démarrer. Donc je terminerai en vous disant que le meilleur, par rapport à la question qui était posée, la meilleure politique d'inclusion, c'est d'abord la politique qui ne crée pas de l'exclusion. Et je pense que ça, c'est quand même quelque chose à laquelle on doit réfléchir en tant qu'acteur public globalement, parce que on est peut-être allé trop vite et trop loin dans un certain nombre de choses, sans doute parfois poussé par des contraintes économiques, poussé aussi par une volonté de bien faire et de moderniser un certain nombre de choses, sans se rendre compte de l'impact que ça avait en réalité sur l'accès aux services publics. Et je vous livrerai peut-être, ça sera mon dernier mot, en guise de réflexion, un concept que nous avons récupéré chez nos amis canadiens et pas ceux de Toronto, excusez-moi de le dire comme ça, mais ceux de Montréal, dans le cadre de l'étude que nous avons faite l'année dernière sur les territoires intelligents, c'est le concept de service public hybride qui me paraît être tout à fait important. Cette idée que aujourd'hui, plutôt que d'aller essayer de récupérer des gens qui ont été exclus par une évolution du tout numérique et du tout data, il y a peut-être d'autres formes de services publics à faire cohabiter pour respecter justement cette réalité contrastée qui, somme toute, est sans doute bien naturelle dans notre société. Et ça n'est pas qu'une question de génération. Ceux qui font le pari que la question de la fracture numérique disparaîtra avec la disparition, très cyniquement, la disparition de nos aînés se trompent très lourdement et plusieurs études le montrent récemment. Donc le service hybride, c'est peut-être quelque chose d'intéressant à creuser. Jean-Luc Savé. Pour répondre très simplement sur ta réflexion, c'est-à-dire qu'il faut qu'on aille plus loin sans transition avec la suite justement de la journée, mais il faut qu'on soit aussi un acteur de la visualisation de nos données, parce qu'on ne peut pas attendre que les personnes puissent aller chercher l'information, il faut leur rapporter l'information. Et je pense que pour moi, la data visualisation, c'est donner une information très simple et très compréhensible par tout le monde sur différents supports. Et là, il faut qu'on y travaille tous ensemble en fait. Il faut notamment dans Smarties, il faut qu'on aille au bout de l'action, c'est-à-dire pas uniquement collecter, synchroniser l'ensemble des informations, mais aussi produire des outils de consultation facile et rapide de l'ensemble de la population. Merci à tous les 5.